Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui un grand confrère, journaliste, chercheur et surtout journaliste d'investigation. Vous allez comprendre pourquoi et de qui il s'agit dans quelques minutes. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Il y a eu ce livre, Ces tueurs Tutsis, au cœur de la tragédie congolaise. Je vous le montre, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais surtout, derrière, il y a quelques années, 2 ans, 3 ans par là, celui-ci est arrivé, Palestine, le malaise français. Il faut dire, chers téléspectateurs, tous ces livres sont édités aux éditions du Boiris, ici à Paris. Oui. Très bien. Donc, du Boiris, c'est sur Google, vous retrouvez tous ces bouquins. Ils sont, voilà, à de prix très très raisonnables, vous pouvez donc vous les procurer. Ce livre, tu l'as dédicacé à Paris, dans le 6e arrondissement, j'étais présent. J'étais écouté expliquer certaines choses qui touchent la France, le Rwanda, Israël, la Palestine. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi partir de la Palestine pour démontrer quelque chose qui s'est déroulé en Afrique. Je vais commencer par cette question directe. On connaît l'histoire coloniale et surtout meurtrière de la France en Afrique. Dans les pays africains, ce qui fait penser par de nombreux Africains que dans le génocide rwandais, la France a pris une grande part à ce massacre des 800 000 Tutsis. Ma question va être directe, Charles. La France a-t-elle, oui ou non, joué un rôle dans ces génocides rwandais? Bon, alors, c'est un moment important de ma vie de journaliste, parce que c'est l'un des dossiers sur lesquels j'ai très longuement travaillé. Et je rappelle d'ailleurs qu'en 2002, quand j'ai publié ce livre, j'ai eu 2 plaintes. Un jour, je sors, je vais à Paris, je vais me promener, etc. Je rentre chez moi, dans ma boîte aux lettres, je trouve 2 assignations. Une plainte du président de la République du Rwanda, Monsieur Paul Kagame, et une deuxième plainte de l'État rwandais. On parle de ce livre-ci. Palestine. Non, sur le Rwanda, mon premier livre sur le Rwanda. Ton premier livre, c'était celui-là? Non, c'était Les secrets du génocide. Je ne l'ai pas parlé. Bon, alors, donc, quand je reçois ces 2 plaintes, à l'époque, Maître Vergès décide de vouloir me défendre. Et il passe par le ministre Debré, qui... Bernard? Oui, Bernard Debré. Bernard Debré, ok. Ancien ministre de la Coopération et qui est médecin. Qui est médecin, Bernard, oui, c'est lui. Il me le dit, et moi je dis, je vais voir. Mais moi je n'ai pas envie d'être défendu par Maître Vergès, pas parce qu'il n'est pas bon avocat, non, mais parce que je ne veux pas faire de la vantardise médiatique. Je ne voudrais pas, dans cette affaire qui pour moi est une affaire sérieuse, je n'ai pas envie de faire de l'esbrouf. Et donc, je décline cette offre. La proposition de et je prends un avocat togolais. Qui s'appelle Maître Eric Sosa. D'accord. Qui avait défendu l'État comorien dans l'affaire contre Bob Denard. Bon, c'est un avocat brillant. Et je veux gagner mon procès contre un État et contre un chef d'État. Paul Kagame et le Rwanda. Alors, déjà, il dépose plainte tardivement. Oui, j'ai vu par la suite. Quand les faits étaient prescrits. Les faits étaient prescrits. Et il dépose une deuxième plainte avec un énorme cabinet belge. D'accord. Donc, ils avaient 3 avocats dans le... Bon, ils ont les moyens de se les payer. Bon. Mais
Dans cette deuxième plainte, j'ai fourni plus de 3000 documents au juge. Et j'avais parmi mes témoins un diplomate de l'ONU et un casque bleu de l'ONU. Donc l'ancien commandant des casques bleus de l'ONU, le colonel Luc Marshall, qui commandait les troupes belges sur le terrain. Sur le terrain à Kigali. Quand je fournis la liste de mes témoins, l'avocat du président rwandais et de l'État rwandais écrit à mon avocat en disant qu'ils abandonnent le procès. Donc, alors, le jour où mon avocat m'annonce cette affaire, bon, lui, il est content. Mais moi, je ne suis pas content. Non, tu aurais aimé qu'il y ait procès pour mais il ne comprend pas. Et je lui dis, mais attendez, comment on fait pour savoir si ce que je dis est vrai, puisqu'il n'y a pas procès? Il faut aller au bout. Bon, alors, c'est comme ça que je vais donc écrire une série de livres, et donc les attaques contre moi vont commencer par différents groupes qui vont vouloir commencer par me faire passer pour un type de la France-Afrique. L'association Survie, bon, qui dit lutter... Dirigée par François-Xavier Verschave. Verschave, et après par... bon, voilà. Et je me retrouve dans le livre sur la négrophobie. Je suis cité dans... Oui, je suis négrophobe dans le livre qui a été fait par l'association Survie. Explique pour les nuls. Cela signifie que tu n'aimes pas les nègres. Je déteste les noirs. Donc, toi, noir des jeunes, tu détestes les noirs. Oui, je suis... Bon, ça, c'est la meilleure, ça. Bon alors, le problème, c'est que immédiatement après, j'ai travaillé pour la publication des mémoires de Marthe Moumier. Marthe Moumier, oui, personne. Et la première fois que Marthe Moumier met les pieds en France, c'est avec moi. En effet, je me souviens. Et on organise des trucs. Je fais mieux que ça. Marthe Moumier passe à RFI. Oui. Alors que d'après ce qu'elle m'avait dit, elle était interdite de séjour en France après l'assassinat de son mari. Félix Moumier. En octobre 1960. Hein? Absolument. Donc, le négrophobe que je suis... Fait venir Marthe Moumier. Et puis je publie, après, en 2005, le livre sur Joséphine Baker, dans la résistance, et son combat contre le racisme, etc. Toi, le négrophobe. Oui. Alors, il y a un certain nombre d'Africains qui commencent quand même à se dire que c'est troublant. C'est Charles Nana. Le négrophobe qui publie, qui pose toutes ces actions. Mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas passer dans les très grandes chaînes françaises comme TF1, France 2, etc. Mais on voit que ce qu'il dit a l'air documenté, etc. Donc, cette campagne qui a commencé à s'organiser autour de moi pour me discréditer auprès des Africains a échoué. Alors, donc finalement, on dit, ce que dit Charles Nana sur le Rwanda, finalement, il exagère, il défend la France, etc. Mais en fait, mon intérêt sur le Rwanda est parti d'une chose simple. 2 chefs d'État africains ont été tués le 6 avril 1994. En effet. Le président Habyarimana et le président du Burundi. C'est ça qui commence, qui est la base de mon travail d'investigation. Je vais reformuler ma question, Charles. Je vais y arriver. Je vais y arriver sur ta question. On va poursuivre, oui. Vas-y. Je vais arriver sur ta question. Et donc, quand je fais ce travail et que je gagne le procès, je m'attaque au sujet suivant, notamment sur le rôle de la France. Et je découvre tout simplement que la France a soutenu le président Habyarimana entre 1990 et 1993. 93, oui. 3 ans. Ou 4. Pourquoi? Parce que lorsque le président Habyarimana reçoit la première offensive du FPR que dirigeait Paul Kagame en Ouganda, parce que Paul Kagame a été réfugié en Ouganda. En effet. Bon, non seulement réfugié en Ouganda, mais il a travaillé dans l'armée ougandaise comme Ougandais. Ils avaient tous, les membres de son mouvement, avaient tous des passeports ougandais. Donc, mieux que cela, il était le numéro 2 des services de renseignement ougandais. Wow. C'est là-bas qu'il a été en contact avec la CIA, avec le MI6, donc les services secrets britanniques, et le Mossad. C'est là-bas qu'il a été quasiment fabriqué. Et puis, il est allé aux États-Unis, formé par le Pentagone. Donc, les Américains, les États-Unis ont formé quelqu'un qui devait venir prendre le pouvoir. Et donc, je me rends compte donc que
une fois que je gagne mon procès, que je commence à faire l'enquête sur la France, je me rends compte que la raison pour laquelle Kagame est contre la France, indexe la France, c'est parce que la France est intervenue en 1990, donc l'attaque d'octobre, où il voulait renverser Habyarimana. Pour désillusionner lui. Bon, où il voulait renverser Habyarimana. Habyarimana déjà. Et donc la France et Mobutu ont fait bloc, ont soutenu le président Habyarimana et ont empêché la chute du président Habyarimana. Kagame l'avait là. Donc, en 1993, il demande, lui et le gouvernement de l'époque, que la France quitte le Rwanda. La France quitte le Rwanda au mois de novembre pratiquement vers fin 93. Le 6 avril 94, le président Habyarimana est assassiné. Et qui prend le pouvoir? Paul Kagame. Bon, donc pendant toute cette période-là, le FPR a tué 3 Français dans l'avion. Front patriotique rwandais que dirigeait Paul Kagame. 3 Français sont morts dans l'avion. 2 Français gendarmes ont été assassinés par eux. Les prêtres espagnols ont été assassinés par eux. Les prêtres canadiens ont été assassinés par eux. Mais comme ils sont soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël et d'autres pays, évidemment, personne ne dit rien. Les Français eux-mêmes ont peur de Kagame, soutenu par leurs partenaires. Alors, nous, on se retrouve, moi, Pierre Péan, et très peu, hein. Pierre Péan, comment va-t-il? Il va très bien, il va très très bien. Mais il est attaqué, lui aussi, par des tas de gens qui le traitent de raciste, contre le génocide des Tutsis, etc. Alors, raciste. Bon, voilà. Donc, alors, en fait, moi, je me dis, pour les Africains, répondre aux Africains. Mais quand est-ce qu'ils voudront savoir qui a tué les 2 chefs d'État africains? Parce que c'est là que mon histoire a commencé. Mon histoire n'a pas commencé sur la France. Ça ne m'intéressait pas, la France, là, au début, sur cette histoire. Ce qui m'intéressait, c'était la mort des 2 chefs d'État africains. Comment sont-ils morts et par qui sont-ils morts? Et quel intérêt? Et qui avait intérêt à ce qu'ils soient morts? La deuxième chose sur cette histoire-là, pour parler toujours du rôle de la France, c'est que lorsque l'opération turquoise a été lancée, au mois de juin 94, donc 2 mois après les massacres ont commencé. Pendant 2 mois, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de juin, pourquoi les massacres ne sont pas arrêtés? Parce qu'on dit que c'est dans cette période que se déroule le génocide. Pourquoi c'est pas arrêté? Pourquoi? Mais parce que ce que je découvre dans les archives du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que le mouvement de Paul Kagame a fait une action de lobbying incroyable là-bas pour que les Nations Unies ne mènent pas une opération militaire qui va empêcher la guerre et les massacres. Jacques-Roger Bobo, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était le représentant spécial de Boutros Ghali, le dit. Je découvre que les Américains sont contre une intervention des Nations Unies. Je découvre que la Nouvelle-Zélande est contre une intervention des Nations Unies. La Nouvelle-Zélande. Le président du Conseil de sécurité à l'époque, M. Keating, est allié au FPR puisqu'il aide le FPR à organiser. FPR, mouvement rebelle, hein? Rebelle, en effet. A organisé dans l'enceinte du Conseil de sécurité des conférences de presse. À l'époque, c'est Boutros Ghali qui est... Le secrétaire général... Boutros, je crois. Oui, Boutros Ghali. L'Égyptien, oui. Oui. Mais ce qui est même pire, ironie du sort, c'est que le Rwanda est siège au Conseil de sécurité depuis le mois de janvier 1994. Ah. Et ce sont les rebelles qui ont pignon sur rue au Conseil de sécurité, mais pas l'État rwandais, pas le gouvernement rwandais, qui est considéré par tout le monde comme un gouvernement génocidaire. Je vais résumer si j'ai bien compris. Cela signifie que 4 mois, ou bien 3 mois et demi, avant la chute, ou bien l'assassinat du président... 2 mois. 2 mois à Habyarimana. Oui, le 6 avril, et la France arrive le 22 juin. Donc, ça veut dire que le Rwanda siège au Conseil de sécurité depuis janvier. Depuis janvier, oui. Et le président est assassiné en avril. Oui, en avril. Oui. Donc 3 mois et demi environ. Oui.
en amont, les rebelles représentent le Rwanda, alors que... Non, c'est au moment où on tue le président Oui. que les rebelles... Ah donc, après le 6 avril. Voilà, une fois qu'on a coupé la tête de celui qui dérange, le Rwanda trouve... les rebelles du FPR, de Kagame, trouvent les alliés les plus puissants au sein du Conseil de sécurité. Pourquoi ? Pourquoi les massacres ne sont pas empêchés pendant 2 mois ? Parce que les rebelles Tutsis ont la supériorité militaire sur les troupes gouvernementales et sont en situation de remporter une victoire militaire. Et à partir du moment où vous gagnez la victoire militaire, vous ne négociez plus avec personne pour partager le pouvoir. Or, les accords d'Arusha qui ont été signés en 1993 avaient vocation à partager le pouvoir entre Hutus et Tutsis. Mais lorsqu'on a tué Habyarimana, les Tutsis, du FPR, parce que moi je fais toujours la distinction entre les Tutsis qui ont été victimes des massacres au Rwanda et les Tutsis qui sont venus d'Ouganda, qui étaient de la rébellion. Pour eux, les Tutsis qui étaient restés là-bas, c'était des traîtres qui ont travaillé sous Habyarimana ou qui vivaient sous Habyarimana. C'était des traîtres. Ils ont suivi les mêmes... Non, ils avaient besoin que ces gens-là meurent pour justifier leur prise de pouvoir. C'est cynique, mais c'est la réalité. Mais c'est justement ce cynisme-là que les gens ne veulent pas qu'on voit. Et c'est ça qui m'a permis également d'écrire le livre que vous montrez tout à l'heure sur le Congo. Que les Congolais, imaginons, je leur concède le fait que, bon, les Tutsis, machin, etc., etc. Moi, d'ailleurs, mon ami qui a écrit mon livre, avec qui j'ai écrit le livre sur mon premier livre sur le Rwanda, Deo Mushahidi, c'était un Tutsi. Donc moi, j'ai toujours eu des amis dans le camp Tutsi et dans le camp Hutu. Je n'ai pas de problème avec ça. Bon, mais quand j'ai écrit ce livre, c'est le massacre de plus de 10 millions de Congolais. Oui, dont on ne parle pas, pourtant on parle. Mais eux, ils n'ont jamais... Mais ce sont les troupes de Kagame qui sont allées piller les richesses du Congo. Ce sont les troupes de Kagame qui sont allées commettre des massacres au Congo. Mais les Congolais n'ont jamais traversé la frontière pour aller faire un génocide au Rwanda. Mais pourquoi les Congolais sont victimes de 10... C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la totalité, plus que la totalité de la population rwandaise en 1994 qui a été décimée au Congo. Et personne ne dit rien. Alors, moi, je veux bien que les gens qui veulent critiquer le travail que j'ai fait sur le Rwanda et le Congo, mais qu'ils aillent travailler sur le Congo. Et ils vont voir, ils vont comprendre que les choses sont très compliquées. Je vais poursuivre, je vais leur poser cette question simplement. Charles, la France a-t-elle, oui ou non, joué un rôle dans le génocide rwandais? Ça dépend de ce qu'on entend par jouer un rôle. La France a-t-elle commandité un génocide rwandais? On sait par exemple que le génocide camerounais, qui n'est toujours pas reconnu par la France, a été perpétré par la France, on le sait. La France a commis beaucoup de fautes graves en Afrique. Que ce soit sur l'histoire coloniale, que ce soit sur la décolonisation, que ce soit les coups d'État plus ou moins commandités et téléguidés, après la période coloniale. Ou le massacre au Cameroun. Bon. Et le problème, c'est que la France a été victime dans l'histoire du Rwanda du syndrome du voleur, ce que j'appelle le syndrome du voleur. C'est-à-dire que quand nous sommes assis autour d'une table comme nous sommes assis là, si quelqu'un perd son portefeuille et qu'on sait qu'il y a un voleur qui est assis dans le coin, mais les regards se portent où? Sur le voleur. Bon, nous je peux avoir perdu mon portefeuille en route, je peux l'avoir laissé chez moi, mais le fait qu'on a un voleur dans... Bien reconnu parmi nous. Tout le monde va porter le regard vers lui. Et c'est de ça, je pense que le problème, c'est que les gens ne l'ont même pas constaté dans cette histoire que l'attaque de la France en Côte d'Ivoire, j'étais le premier à écrire un livre pour dénoncer, document à l'appui, ce qui s'est passé contre la presse française qui disait absolument la presse française qui ne disait rien, ou bien qui tapait sur Gbagbo à souhait. Vraiment, exactement. Bon, des années après, les gens, ils parlent plus très fort. Ils parlent plus du tout. Parce que le tribunal peine à nous dire que Gbagbo est un criminel. Bon. Alors, sur votre question... Oui. Non. La France n'a pas perpétré des génocides rwandais. Jamais.
Et j'attends que les gens apportent des documents sérieux pour nous le dire. Quand c'est le gouvernement rwandais qui le dit, pour moi, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas du tout crédible. Bon, alors, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les dirigeants français sont silencieux. Ils sont silencieux. Et ce silence ressemble à quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Mais le problème, le vrai problème, il est lequel? Il est que dans cette période-là, la France avait deux responsables politiques. Le Premier ministre, qui était Édouard Balladur, et le chef de l'État qui était François Mitterrand. Édouard Balladur est arrivé quand? Il est arrivé en 1993. En effet. Après la dissolution du Parlement. Voilà, après la victoire électorale de la droite. Quand Balladur arrive au gouvernement, Balladur ne veut pas entendre parler de la politique de la France telle qu'elle était pratiquée par Mitterrand au Rwanda. Donc Balladur prend les distances avec le Rwanda en 1993. Ça, c'est documenté aussi bien chez les Rwandais, chez les Américains, chez les Belges, on peut le vérifier. Donc, Balladur qui veut se présenter aux élections présidentielles, qui ne veut pas de problème avec les Américains, mais il fait tout pour refuser que la France intervienne au Rwanda. Je vous parle d'avant les événements tragiques. Tragique du 6 avril 1994. Et jusqu'au moment où la France intervient au mois de juin. Il n'y a aucun élément qu'on peut brandir. Moi, j'entends tous les jours, il y a la preuve, on parle de la BNP, on parle de machin. On embrouille les gens. Je veux que les gens vous disent à telle date, la France a livré les armes. Vous savez, sur la livraison d'armes, de quoi il s'agit? Non. La livraison d'armes dont on dit que la France a livré les armes aux génocidaires, c'est un rapport de Human Rights Watch qui date du mois de janvier 1994, c'est-à-dire avant les événements. En effet. C'est ce rapport de Human Rights Watch qui est cité. Regardez dans la presse française, j'invite tous ceux qui cherchent, qui sont curieux, qui n'ont pas des idées arrêtées, préconçues, etc. Les gens ont le droit de détester la France. Ça, c'est leur droit. Ils ont le droit de détester l'Afrique, d'aimer l'Afrique, etc. Moi, je ne suis pas dans ces considérations. Quand je fais un travail d'intellectuel, de chercheur, de journaliste d'investigation, je ne mêle pas mes sentiments. Il vaut mieux pas. Si vous avez raison, vous avez raison. Si vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison. Charles, le tribunal pénal international pour le Rwanda disculpe la France, carrément. Non. Le tribunal pénal international, le tribunal pénal international, il n'y a personne. D'ailleurs, c'est ça qui est très curieux. C'est qu'il y a eu de nombreux débats au sein du tribunal pénal international. Il y a eu énormément de documents produits dans ce tribunal. D'ailleurs, c'est un tribunal qui ne poursuit que les Hutus. Il n'a jamais poursuivi les Tutsis. Et moi, quand j'étais allé rencontrer à La Haye le procureur Carla Del Ponte en 2005, quand j'écrivais mon livre, elle m'a dit qu'elle n'est pas venue, quand elle allait voir Kagame, pour dire, bon, moi j'ai des preuves sur ce qu'on appelait les enquêtes spéciales ont été faites. J'ai des preuves sur les crimes qui ont été commis par les membres de votre mouvement. Carla Del Ponte l'a dit à Paul Kagame. Oui, qu'elle avait 2005. Qu'elle avait des preuves. C'est ça qu'elle m'a dit dans son bureau à La Haye, devant témoin. Et elle m'a demandé d'enregistrer notre conversation. Oui, parce qu'elle ne voulait pas que soit moi je déforme ses propos, soit qu'on dise qu'elle a parlé aux journalistes en catimini. Oui. Bon. Kagame lui dit non, tu n'es pas venu ici pour enquêter sur les rebelles Tutsis. C'est les Hutus qui doivent être poursuivis. Et Carla Del Ponte a été évincée de son poste de procureur. Wow. Il a le bras aussi long que cela, Paul. Ah, je vous ai dit tout à l'heure quels étaient les gens qui le soutenaient. Donc vous comprenez très bien que quand vous avez ces gens qui vous soutiennent, bah, vous avez 2 pays membres du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto. La Grande-Bretagne et les États-Unis. Voilà. Donc, alors,
je considère que à ce moment-là, dans tous les débats qui ont lieu là-bas, pourquoi les Rwandais, donc le gouvernement rwandais n'est pas venu avec les preuves du rôle de la France dans le génocide et les déposer sur la table? Oui, pourquoi? Mais moi, j'en sais rien. C'est à eux qu'il faut poser la question. Très bien. Charles, en lisant ce livre, Palestine, le malaise français, publié il y a quoi, 3 ans, je crois? 2 ans ou 3? 3 ans. 3 ans, oui, je crois bien. Puisqu'on l'avait dédicacé quelque part au François Copé à Paris, dans le 6e. En lisant ce livre, je me rends compte que François Mitterrand, alors président de la France, au moment des faits du génocide rwandais, est indexé comme étant le commanditaire du génocide. Et là-dedans, tu pointes des organisations juives. Pro-israélienne. Alors avant qu'on me taxe d'antisémite ou d'antisioniste, je vais le dire ici publiquement, j'ai été membre d'une association juive ici en France. C'est pas maître Gilles-William Golnadel qui le démentirait. Et mes 2 ou 3 articles publiés dans un journal en France ont été dans le journal Rhône-Alpes Échange Israël, qui est basé à Lyon, que dirigeait mon ami Émile Azoulay. Donc je fais un travail de journaliste, loin de moi l'idée il est antisioniste, parce que je me rends bien compte que traiter de ce sujet-là, il est difficile d'être honnête en traitant. Bon, on m'a jamais traité d'antisémite, donc moi je ne marche. Non. Mais c'est difficile parce que le livre est documenté, il est bétonné. Moi je suis pas palestinien, je suis pas israélien, donc moi je regarde pas ça avec passion, non, pas du tout. Donc dans ce livre, à la page 17 et 18, tu dis ceci: en exhumant dans le dossier extrêmement délicat de la rencontre de 1989 entre François Mitterrand et Yasser Arafat, nous avons tenté de montrer pourquoi il n'est pas facile pour un dirigeant français, fût-il président de la République, de décider librement de la politique étrangère de la France au Proche-Orient, notamment quand il s'agit de la Palestine, sans se référer au préalable à l'avis ou au consentement des groupes les plus influents des communautés juives pro-israéliennes de France. C'est d'ailleurs ce qui fut reproché à François Mitterrand. Alors, rien que cela nous amène déjà à comprendre que la rencontre Yasser Arafat-François Mitterrand le 2 mai 1989, si j'ai bonne mémoire, a posé problème aux groupes pro-israéliens en France. Absolument. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé là-dessus, pour travailler sur un dossier aussi sensible, aussi délicat, j'avais besoin d'être documenté. Et j'ai obtenu les archives de l'Élysée sur cette période. Mais je ne me suis pas contenté de ça. J'ai travaillé, enquêté au sein du Parlement européen, parce qu'il y a eu de gros retentissements sur l'invitation d'Arafat en France. Au sein du Parlement européen. Les groupes socialistes du Parlement européen avaient invité effectivement Yasser Arafat à venir donner son point de vue après avoir invité les Israéliens à donner leur point de vue. À l'époque, c'était Shimon Peres Non, c'était M. Isaac Shamir qui était le Premier ministre. Isaac Shamir, oui. Voilà. Donc, je me suis retrouvé devant une situation où il fallait analyser une situation très compliquée. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas du tout un conflit simple comme les conflits habituels, parce qu'il y a une dimension historique, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension politique, il y a une dimension géopolitique, etc. Et tout est imbriqué dans cette histoire. Bon, alors je me suis dit, d'abord, il y a énormément de livres qui ont été publiés sur ce dossier. Je vais faire office de nain à côté de tous ces gens-là. Donc, il faut que je travaille sérieusement. Donc, je décide donc d'enquêter au sein du Parlement européen et j'obtiens une bonne partie des archives du Parlement européen sur cette période. Bon, donc, quand je viens travailler sur mon livre, je suis outillé. J'obtiens également une partie des archives israélites et une documentation palestinienne. J'ai interrogé au cours de mon enquête l'ancien patron du CRIF en France. Oui, tu le cites dans ce livre d'ailleurs. Voilà. Et puis, j'ai
interrogé aussi Leila Chaïd, qui était la représentante de l'autorité palestinienne en France. J'ai interrogé, bien sûr, le ministre Roland Dumas, qui était, en quelque sorte, l'acteur de cette rencontre entre Mitterrand et Arafat. Également. Et de tous les documents que j'ai rassemblés, plus les témoins, plus les différentes analyses qui ont été faites autour de cette affaire, je suis arrivé à comprendre que, en fait, il est très difficile, sur la phrase que vous citez, pour un dirigeant français, au plus haut niveau, de donner librement son point de vue sur la Palestine. Oui, c'est bien ce qu'on a Et De Gaulle, en 1967, lorsque, analysant la situation globale d'Israël dans la sous-région, avec les pays arabes, a donné, je dirais, quasiment un avis d'amis aux Israéliens que il sera difficile de vivre dans un environnement comme ça, sans faire la paix. Je pense que des années après, l'histoire lui donne raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas en paix. À l'époque, il avait pourtant été vilipendé. En 1967, il a été attaqué, y compris par des intellectuels de la communauté juive qui l'ont traité d'antisémite. Alors que De Gaulle, pendant toute la période de la résistance, il était quand même entouré des juifs résistants. Même les membres de son cabinet qui étaient juifs ont essayé de dire non, ce monsieur n'est pas antisémite, mais non. Les groupes les plus radicaux ne voulaient rien entendre. Et Mitterrand va subir la même chose. Quand il reçoit en 1989. Donc j'ai tout simplement constaté que, d'ailleurs, une petite parenthèse, même le président américain Jimmy Carter, oui, en effet, dans son livre, je l'ai marqué quelque part, page 21, on va lire ce que Jimmy Carter avait dit, et ce qui lui a valu pas mal de diatribes. Voilà, le titre de son livre était « Palestine, la paix, pas l'apartheid ». Et après, c'était le partisan des accords de Camp David signés en 1978. En effet. Et le président Carter, prix Nobel de la paix, voulait attirer, quand les Israéliens ont construit le mur, il a considéré que cette façon de faire n'était pas bonne pour la paix au Proche-Orient. Bon, le problème, c'est que les dirigeants israéliens, une partie des dirigeants israéliens, pas tous, parce que Yitzhak Rabin a été assassiné par les radicaux parce qu'il voulait faire la paix. Oui. Et depuis, ce moment a été un tournant très important que les Israéliens ont raté avec la Palestine. L'initiative d'Yitzhak Rabin. C'était un moment dans la situation aujourd'hui, dans cette zone-là. Donc, le président Carter a été attaqué, traité d'antisémite, etc. Donc, je ne crois pas que le fait de faire du chantage à l'antisémitisme à des dirigeants politiques de haut niveau qui sont des amis d'Israël et qui disent que, écoutez, allez vers la paix, puisque beaucoup d'Israéliens pensent exactement la même chose, que la paix aujourd'hui est quelque chose d'indispensable. Les dirigeants du Shin Bet, la plupart des dirigeants du Shin Bet, des services de sécurité d'Israël, mais ont fait les mêmes critiques sur leurs dirigeants en disant que vous devez comprendre que pour que notre État reste en sécurité, il faut faire la paix. Le fait de faire la guerre contre les Palestiniens n'a pas pour autant permis à Israël d'avoir la paix et la sécurité. Alors, revenons sur cette rencontre de Yasser Arafat et de François Mitterrand, le 2 mai 1989, organisée, orchestrée par Roland Dumas. Il faut le dire, chers téléspectateurs, Roland Dumas n'est pas pro-palestinien, n'est pas antisémite ou antisioniste. D'ailleurs, son papa a été résistant, il a été tué, été fusillé à Brantôme à l'époque,
Voilà. parce qu'il défendait les Parce Juifs. qu'il défendait les Juifs. Donc Roland Dumas, depuis sa tendre enfance, a été éduqué qu'il doit défendre les Juifs. Il doit prendre le côté des justes. Donc je pense que d'ailleurs même les autorités israéliennes avaient planté un arbre là-bas à la mémoire de son papa et de ce qu'avait fait son père, qui a été arraché. En 1989. Bon, ils ont replanté, etc. Parce que bon, les dirigeants israéliens, tous les dirigeants israéliens ne sont pas stupides. Ils ont considéré que bon, cette façon de faire n'était pas bonne. J'espère que c'était à Beersheba. Bon, j'ai dit Beersheba pourquoi? Parce qu'en 2008, après le décès de mon épouse, mon ami Émile Azoulay a fait planter un arbre en mémoire de feu Daniel, mon épouse, à Beersheba. J'aimerais bien aller voir cet endroit un jour. Bon, donc, cette rencontre entre Mitterrand et Arafat a été très très mal perçue par les communautés juives pro-Israël ici en France. Ils ont même d'ailleurs limite sommé le président de les recevoir. Tout à fait. Le CRIF a voulu absolument contraindre le président Mitterrand de les recevoir parce qu'ils étaient tous opposés à l'idée que François Mitterrand reçoit un terroriste, parce qu'on attribuait la plupart des attentats qui s'étaient déroulés sur le sol français à l'OLP de la Palestine, et donc on considérait que recevoir Arafat c'était faire offense aux victimes des attentats. Donc le président de la République n'était pas sur cette ligne-là parce que il avait considéré que non seulement Yasser Arafat avait été reçu par le pape, il avait été reçu par le roi d'Espagne, il avait été reçu par les autorités italiennes. Donc comment la France, pays membre des droits de l'homme, pays membre du Conseil de sécurité, qui a de bons rapports avec Israël et la Palestine, et Mitterrand était surtout connu comme un ami, pas seulement des Israéliens, mais des sionistes. Des sionistes. Parce qu'il faut rappeler que Mitterrand a quand même fait partie de la jeunesse, parmi les ministres de la Troisième République, qui étaient très pro-sionistes. Donc, à ce moment-là, en 89, lorsque Mitterrand fait son discours devant en 1982, lorsque Mitterrand avait fait son discours devant la Knesset, donc le Parlement israélien, demandant que les Palestiniens aient droit à un État, donc il y ait deux États dans ce coin-là. Eh bien, beaucoup de dirigeants israéliens n'ont pas supporté ça. Et les attitudes et les lettres que j'ai vues adressées par l'ancien Premier ministre Isaac Rabin au président Mitterrand étaient à la limite de la discourtoisie. Non, parce qu'à un moment donné, il dit, pour régler le problème de la Palestine, on n'a pas besoin de la France, ça se règle avec les Américains. Le problème, c'est que les Américains n'ont jamais réussi à régler le problème. Et à l'époque, Mitterrand avait un avantage incroyable de tous les dirigeants européens, c'est qu'il était un ami d'Israël et quelqu'un qui était très respecté par les Palestiniens. Donc, ils avaient entre les mains une carte de quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose je ne dirais pas définitif, une esquisse, mais il allait faire franchir un pas très important. Mais ça n'a pas été accepté. Et les attaques contre Mitterrand ici ont été d'une violence telle que Mitterrand a refusé de recevoir le CRIF avant de recevoir Arafat. Il les a reçus après. Il les a reçus après et il leur a clairement fait comprendre que la politique de la France, la politique étrangère de la France, était décidée par le président de la République et qu'il ne voulait pas recevoir des ordres de qui que ce soit pour mettre en pratique cette politique. D'ailleurs, il leur avait demandé, j'espère que vous estimez toujours comme étant des Français. Oui, parce que c'était des organisations pro-israéliennes qui comptaient parmi eux. D'ailleurs, toute la délégation était composée de Français. Le président du CRIF à l'époque n'avait pas du tout, c'était un juriste, il n'était pas du tout sur la même ligne que sa base. Et même sa base a menacé de le renverser parce que lui, il considérait que l'attitude de Mitterrand était une attitude raisonnable. Raisonnable, en effet. Alors donc, il y avait donc au CRIF à l'époque des personnes un peu plus extrémistes. Oui, il y a des extrémistes partout. Dans tous les pays du monde, vous avez des extrémistes. Dans toutes les communautés, vous avez des extrémistes. Et dans toutes les communautés et dans tous les pays, vous avez des gens bien raisonnables.
Donc, le problème, c'est que souvent, les gens bien raisonnables, on ne les écoute pas beaucoup, ou en tout cas, ils ne se font pas toujours malheureusement, plus entendre que les radicaux. Cette émission s'adressant à tout le monde, mais beaucoup plus aux Africains, nous allons essayer de comprendre, tu vas nous expliquer, Charles, le lien qu'il y a entre cette réception de Yasser Arafat 5 ans avant les événements du Rwanda et le Rwanda donc. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que des Israéliens ont livré des armes aux Hutus. Aux Hutus, des Israéliens. Oui. Bien. Et ils ont travaillé par la suite avec Paul Kagame. Qui lui est Tutsi. D'accord. Bon, il y a un certain nombre de personnes en Israël qui ont demandé que les archives israéliennes soient ouvertes sur les événements du Rwanda. Quand vous parliez tout à l'heure du rôle de la France dans les événements, je dirais que, et c'est pour ça que moi je suis mal à l'aise avec les gens qui passent le temps à pointer la France. Je dis oui, pointons la France, mais pointons tout le monde. Demandez qu'on ait accès aux archives israéliennes. Demandez, les archives américaines sont en partie ouvertes. En partie seulement. J'ai consulté les archives du département d'État, les archives de Clinton. Les archives des Britanniques ne sont pas ouvertes. Du tout. Les archives belges en partie ouvertes. En partie seulement. Les archives des Nations Unies ont été en partie ouvertes. Donc, les archives des Néo-Zélandais doivent être ouvertes. Donc, les seuls qui ont ouvert les archives. Et les archives de la République tchèque également. La République tchèque était impliquée aussi? Très impliquée dans le soutien du FPR au Conseil de sécurité. D'accord. Donc, si vous voulez, moi j'apporte des éléments pour donner aux gens curieux, aux intellectuels de haut niveau, d'essayer de se diriger vers ces pistes pour faire un travail intéressant où on peut apporter quelque chose sur le terrain scientifique. Parce que moi, je m'inscris dans ce débat-là sur le terrain scientifique. Je ne passe pas mon temps à dire oui, il est pour tel, il est contre tel. Non, je fais un travail d'analyse, de recherche, d'analyse, de réflexion, et j'apporte, moi, les choses que je découvre, je les mets à la disposition du public. Il faut que mes contradicteurs soient capables de faire le même effort pour que le débat soit enrichissant pour tous ceux qui s'intéressent à ce dossier. Alors, le lien donc, les Israéliens ont vendu des armes aux Hutus et ont travaillé avec Kagame. Mais ça n'explique pas encore le lien entre la rencontre de Yasser Arafat, François Mitterrand et les événements du Rwanda. Alors, les choses sont très simples. La rencontre entre Arafat et Mitterrand, le fait d'accueillir Arafat en France, pour les Israéliens en 89, c'est quelque chose qui n'a jamais été... Les associations pro-israéliennes, pardon, les associations pro-israéliennes et pour les dirigeants israéliens de l'époque, ça n'a jamais été accepté. Donc je pense que quand arrive le problème de 1994, du génocide rwandais, les gens décident, certaines personnes décident de utiliser cette affaire pour régler les comptes contre François Mitterrand. C'est ça ma lecture des événements. C'est l'histoire du bandit, du voleur là. On veut régler les comptes, mais écoutez, ce que j'ai observé dans la presse, et ça peut être vérifié par les chercheurs sérieux. Quel est dans la presse française les gens qui travaillent le plus dans les premières accusations contre la France et qui soutiennent l'OFPR de Kagame? C'est le Monde diplomatique. Le journal Le Monde diplomatique. Oui. Le mensuel Le Monde diplomatique et l'Humanité. Qui sont des journaux de gauche. Dites gauche. Oui, dites gauche. Donc qui sont censés être... Ils sont censés protéger le président qui est de gauche. Voilà. Et qui sont surtout censés être anti-impérialistes. Anti-impérialistes, oui, normalement. Bon. L'Humanité. Là, les États-Unis soutiennent Kagame. Oui. Ça, on le sait. Et l'Humanité soutient Kagame. Le Monde diplomatique soutient Kagame. Quand même. Expliquez-moi où est la lutte contre l'impérialisme. C'est bizarre ça quand même. Bon, qui écrit dans le Monde diplomatique les articles les plus assassins? C'est Colette Brackman, journaliste belge du quotidien Le Soir.
vous avez également un historien, entre guillemets, mais pour moi c'est un idéologue, Jean-Pierre Chrétien. Jean-Pierre Chrétien. Ce sont ces gens qui vont intoxiquer les Africains à travers le monde diplomatique sur le rôle supposé de la France au Rwanda. Sont-ils juifs les deux? Moi, je n'en sais rien. Je ne m'intéresse pas aux ethnies des gens. Je m'intéresse aux actes que posent les gens et à leur travail intellectuel. Quel intérêt ces deux journaux ont à salir François Mitterrand et la France? Bon, écoutez, c'est une analyse, hein, ce que je vais vous dire. Les services anglo-saxons, les services de renseignement anglo-saxons, avaient considéré que pour remporter une guerre psychologique contre la France, il faut utiliser la fibre coloniale. La France, quand vous direz la France coloniale, vous avez tous les Africains qui vous suivent. Ah oui. Personne ne réfléchit. Quand vous dites que la France a fait du mal, la France a fait ceci, la France a fait cela, vous avez tous les Africains à la seconde dans votre poche. Les gens ne vont pas se dire oui, la France a fait ça, mais sur ce dossier-ci, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je veux comprendre ce qui se passe. Et c'est cette attitude-là qui fait que les Africains sont manipulés dans des tas de dossiers. Parce que les gens ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, que font les anglo-saxons? Ils savent que si vous dites que la France est en train de commettre les massacres, que la France participe au soutien des dictateurs, puisque la France a souvent soutenu des dictateurs. On a souvent fait que cela. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Bon, puisque vous dites que la France a commis les massacres là-bas, ah tiens, il y a eu les massacres de Sétif en 1945, oui. Il y a eu les massacres du camp de Tcharoy en 1944, il y a eu des massacres au Cameroun, il y a eu des massacres... En Algérie? Oui, Sétif, c'était en Algérie. C'est en Algérie, effectivement. Donc, c'est évident que... Ou à Saigon. Oui, donc c'est évident que la France a commis le génocide au Rwanda. Ce n'est même pas nécessaire d'aller chercher, c'est pas nécessaire de se... C'est l'histoire du voleur et du porte-monnaie. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire du syndrome du voleur. C'est-à-dire, non, là, les Africains, ils ne veulent même plus. Et donc, vous avez beau leur dire, écoutez, vous avez peut-être raison sur plein de dossiers antérieurs, mais sur celui-ci, creusons un peu. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des contradictions? Il faut dire, chers grands confrères, j'ai mené une petite enquête avant cette émission. J'ai appelé quelques amis africains, parmi lesquels il y a des géopoliticiens. Je ne vais pas citer leur nom ici. Je leur ai demandé, dites-moi, que pensez-vous du génocide rwandais? Pensez-vous que la France a de près ou de loin participé à ce génocide-là? Ils étaient tous unanimes. Oui, c'est la France. Oui, c'est la France. Je leur ai dit, bon, je reçois Charles Onana bientôt. Vous suivrez l'émission, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, même des géopoliticiens d'origine africaine sont convaincus que la France a perpétré ce génocide. Mais c'est quoi, ils sont géopoliticiens? Bon, je ne remets pas en cause les statuts des gens, mais c'est que moi j'ai étudié en France ici, comme toi, comme beaucoup d'autres. Mais à quel moment on commence à faire le travail de recherche personnelle que recommandait Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop disait, je crois lors de la conférence de Niamey et d'autres rencontres, il disait que sur des sujets controversés, l'Afrique devait être en mesure de faire ses recherches et de se hisser au même niveau d'intelligence que les autres pour démontrer que l'Afrique ne sera plus frustrée, qu'elle est capable de rivaliser avec les autres sur le terrain de la recherche de la vérité. À quel moment on va mettre ça en pratique? Quand j'ai commencé mon travail sur les tirailleurs, mon objectif c'était, j'ai été abasourdi de constater que après avoir fait l'école primaire, l'école secondaire, le lycée, le collège et même l'université, dans ma propre maison, la photo du général de Gaulle était là, celle de Leclerc était là, parce que pour mon père, c'était des personnalités importantes. Très importantes. Pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont connue. Oui.
Bon. Mais à côté, il n'y avait pas celle du capitaine Tchoréré. Et il n'y avait pas Félix Eboué, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a pas Tchoréré, il n'y a pas Eboué. Pourtant, Tchoréré a fait le même travail que Leclerc en Afrique de l'Ouest. Mais non, mais attendez, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que ce qui a fait de Leclerc le héros des Français, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, en effet. Donc, combien de Camerounais savent exactement ce que Leclerc a fait au Cameroun pour devenir un héros français? Combien de Camerounais ont aidé Leclerc au Cameroun? Alors, au lieu de faire ce travail-là... C'est dans ce livre que je l'ai appris. Bon, voilà. La France et ses tirailleurs. Et comme vous savez très bien, ce livre, il y a eu des conférences un peu partout au sein des gens de la France libre l'ont beaucoup apprécié. Bon, il ne pouvait pas dire que ce qui est dit dedans est faux, parce que c'était documenté, c'était les archives militaires, etc., etc. Bon, donc j'ai rencontré des tirailleurs à Dakar, j'ai produit des photos, dont beaucoup, enfin certaines photos, les gens ne les avaient jamais vues. Donc, je veux dire que, je pense que chez Anta Diop, par exemple, Angel Bernving, c'est le seul Camerounais qui a fait un travail approfondi sur le rôle et la contribution du Cameroun pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul. Quand j'ai dit mais un travail poussé au plus haut niveau, c'était la dimension du père Mveng. Donc je veux dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où vous avez des gens qui se comportent avec la connaissance comme des fast-food. Allez. On mange vite. Rapidement, on passe à autre chose. Et personne ne cherche à savoir, mais de quoi est composé, par exemple, le beau poisson que tu nous as fait là. Mangeons un bout déjà, parce que là, on n'a pas mangé plus. Là. Comment il est composé, dans quelles eaux il baigne, etc., qui l'a pêché, etc., etc. Les gens ne se posent pas ces questions-là. Enfin, je dis les gens, c'est pas tout le monde. Tu as des chercheurs qui sont intéressants au Cameroun et ailleurs, mais cette sorte de paresse intellectuelle qui envahit également les espaces politiques est quelque chose pour moi qui est insupportable. Pour moi, quelqu'un qui a été bercé par des travailleurs importants sur la culture africaine comme Cheikh Anta Diop, comme Amadou Hampâté-Bâ, comme Angel Bernving au Cameroun, comme Amadou Hampâté-Bâ, etc. Mais cette dimension d'historien, Joseph Kizerbo, etc., cette dimension d'historien, de chercheur, d'intellectuel, etc., mais Eboussi Boulaga, etc., mais c'est... Je suis atterré quand je vois les gens. Moi, sur ce travail, j'ai passé 15 ans. 15 ans de ma vie à faire des recherches sur le dossier du Rwanda. Mais tu vas voir quelqu'un qui a lu 2 articles là, qui vient, qui veut faire une contradiction avec Charles Nana, parce qu'on lui a dit que non, Charles Nana, ce qu'il dit sur le Rwanda, c'est pas exactement ça. Lui, il pense qu'il peut venir s'asseoir avec moi pour faire cette discussion. Je ne le dis pas de façon hautaine, mais je le dis parce que ce que je veux lui montrer comme recherche et comme source que tu as avalé en matière de recherche de lecture, mais je ne peux pas perdre mon temps 2 minutes pour m'asseoir et discuter avec une personne qui sait rien. J'ai appris une autre chose avec mes arrière-grands-parents, et je pense qu'un certain nombre de Camerounais le savent, et d'Africains de manière générale. Quand vous posiez une question à un arrière-grand-père, vous dites mais c'est quoi ça, ce truc-là? Il vous regardait, il dit, bon, va me chercher un truc là-bas. Il détourne la conversation. Mais, vous savez, j'ai réfléchi à ça après. En fait, le grand-père X disait simplement, celui-là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas encore comprendre. Il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas vraiment à son niveau. Bon, ou il se disait, ce n'est pas le moment de le lui dire. Parce que même si je lui dis la vérité sur ce qu'il me demande, il ne croit. Non. Il ne croirait même pas. Il ne va pas me croire. Donc, il laisse passer. Et un jour, il t'appelle, tu ne lui as rien demandé, et il te demande, tu te souviens un jour, tu m'as demandé ceci? Oui. Et il te donne la réponse. Parfois, tu ne te souviens même plus que tu lui as posé la question. Il te donne la réponse parce qu'il considère que... Le moment est propice. Voilà. Soit tu as mûri, soit tu as évolué, soit tu as acquis des choses. Tu as posé un acte qui va te permettre de comprendre ce qu'il va te dire. Donc, les gens qui parlent sur le Rwanda, les Grands Lacs et tout ça, bon,